Et bienvenue dans cette toute première émission du French Morning Live ici au CES 2020. Nous sommes très heureux de vous retrouver ici. Alors le CES, c'est cette immense opération, hein. Il y a plus de 170 000 personnes qui vont venir ici à Las Vegas pendant ces 4 jours. Il y a près de 5 000 journalistes, il y a 4 000 exposants. On parle de tout. Ça va des couches connectées jusqu'à des gadgets beaucoup plus gros. Et ces gadgets, il y en a un d'entre eux qui est ici. On ne pouvait pas commencer ce CES 2020 sans être présent ici sur ce stand Hyundai, puisque c'est celui qui fait le buzz ici, en tout cas en cet jour d'ouverture. Et c'est évidemment ce projet de taxi volant qui est derrière nous. Alors Hyundai, c'est une marque automobile coréenne bien connue. Et bien ils ont ce projet de faire ces véhicules autonomes électriques qui voleront, qui emmèneront des gens sur des taxis, mais ils ne le font pas tout seuls. C'est ce qui est intéressant et c'est pourquoi on en parle autant, hein, parce que les véhicules autonomes et les véhicules électriques volants, on en a parlé depuis plusieurs années au CES, mais celui-là, c'est du sérieux, nous dit Hyundai, puisqu'ils se sont associés avec Uber pour faire un service qui devrait voir le jour, non pas dans 20 ans, non pas dans 30 ans, mais dès 2023, un service autonome de taxi volant qui pourrait voir le jour dans une ville comme San Francisco, par exemple, et c'est tout un concept dont Hyundai fait la promotion ici, hein, avec des véhicules électriques autonomes, mais aussi des véhicules sur le sol, au sol, autonomes également, tout un système de hub aussi qui devrait pouvoir permettre de décongestionner la ville. C'est en tout cas la promesse qui est faite à la fois par Uber et puis évidemment par Hyundai ici. Et après le taxi volant, on s'est télétransporté, si j'ose dire, pour aller près d'un autre type de véhicule, beaucoup plus petit, beaucoup plus modeste. C'est un vélo électrique solaire. Vous voyez, c'est des panneaux solaires qui sont au-dessus. C'est fait par Wello, qui est une start-up française, parce qu'évidemment, le CES, c'est les grandes entreprises, c'est les Uber, c'est les Hyundai, mais c'est aussi beaucoup les petites start-up. Et c'est là où nous sommes, dans le Reka Park, où beaucoup de ces start-up viennent, et parmi elles, énormément de start-up françaises. Il y en a un peu moins que l'année dernière, mais il y en a encore beaucoup. C'est une des plus grosses délégations et toutes ces startups, elles sont là aujourd'hui pour présenter leurs inventions, présenter leurs produits. Alors Alexis Buisson de French Morning est sur un stand pas très loin d'ici avec une de ces startups qui fait dans l'éthylotest, éthylomètre. Alexis. Oui Emmanuel, nous on commence notre CES à French Morning en soufflant dans un ballon en quelque sorte. Je suis avec Guillaume Neza qui est le cofondateur d'Olit, qui est un éthylotest connecté, hein, on peut dire ça, intelligent, dont on va parler bien sûr. Merci en tout cas de faire partie, c'est votre première participation au CES, hein, je crois. Qu'est-ce que ça fait d'être ici alors ? C'est impressionnant, on n'a pas encore vu tout le monde, mais il y avait un unveil d'hier, donc c'était déjà impressionnant. Vous présentez donc Osigo qui est cet éthylotest, ce nouvel éthylotest qui arrive sur le marché. On va faire une petite démonstration. Comment ça marche exactement ? Donc ça se présente sous forme, on va le montrer à la caméra. C'est un gros stylo en quelque sorte. Donc c'est un éthylotest pour tous en fait. C'est un grand public en quelque sorte qui pourra dire quand on pourra reprendre le volant notamment, c'est ça ? C'est ça, donc on est prédictif en fait avec l'application, donc l'appareil est connecté et dans le cas d'un test positif, il va vous dire à partir de quand vous pourrez reprendre le vélo ou quand vous serez de retour à zéro. Donc c'est vraiment un outil de prévention qui veut aider à sauver des vies. Très bien. Voilà. Alors on va souffler dedans. Comment ça marche ? Donc on l'allume, bien sûr. Il y a un petit bouton. Voilà. Un petit bouton, donc juste pour l'allumer, l'usage est assez simple, tout est automatique. Il y a un embout donc qui est déjà inséré et après il y a une phase de démarrage qui arrive. Quand l'appareil l'indique, il faut souffler, donc sans force, c'est pas la peine, il faut souffler longtemps, 5 secondes pour vraiment avoir l'air alvéolaire, donc l'air des poumons, qui est représentatif en fait de la concentration d'alcool que l'on a dans le sang. C'est une technologie qui utilise l'infrarouge, hein, je crois. C'est ça, c'est la référence en fait quand on fait de la mesure d'alcool dans l'air expiré, c'est ce qui est utilisé par les forces de l'ordre dans les éthylomètres. Donc c'est Osigo est le premier appareil en fait à intégrer cette technologie et on est les premiers à avoir réussi à la miniaturiser. Voilà. Donc on attend. Ah voilà, donc il y a effectivement une inscription blow, donc je vais souffler dedans. Voilà. On va voir. Côté du coup. C'est de l'autre côté. Très voilà. bien. Oui, ça commence bien. Voilà.
peu. Voilà, il vibre. Alors, on Voilà. attend les résultats. Donc tout va bien. Tout va bien, zéro. Bah, Excellent. effectivement, il est fidèle. Je n'ai bu que du café ce matin. Très bien. Vous commencez à le commercialiser aux États-Unis, c'est ça? Alors, on va le faire cette année, donc c'est définitivement, on a commencé la commercialisation en France il y a quelques mois. On s'étend vers l'Europe et on cherche justement des distributeurs, des partenaires pour le business aux US. Dernière question, Olid fait partie des centaines de startups françaises qui sont présentes aujourd'hui au CES et qu'on va découvrir au fil de l'émission que nous faisons à French Morning. Qu'est-ce que vous attendez de ce salon? Clairement, c'est du contact. Premier, alors, du contact distributeur, des partenaires pour le business, de la visibilité gros salon, enfin, quand même gros événement, donc visibilité aux US. Et un dernier point, c'est trouver des financements aussi, enfin, ou des partenaires pour les financements qui vont nous aider à accélérer sur la partie marché américain. Très bien. Voilà. Je vous souhaite bon courage en tout cas et puis peut-être tester aussi cet éthylotest auprès des nombreux bars qui sont ici à Las Vegas. En tout cas, on vous rappelle qu'il faut bien sûr boire avec modération. À vous Emmanuel. Merci Alexis. Alors on l'a dit, c'est beaucoup de startups ici et notamment ici à l'Oreca Park. Au total, pratiquement 300 entreprises françaises, principalement des startups qui sont ici. C'est moins que l'année dernière où il y en avait 400. On est sorti un peu de la surenchère et les responsables ici, notamment de la French Tech, disent que maintenant on vise un peu plus la qualité que la quantité. Mais néanmoins, les Français sont une des toutes premières délégations ici au CES. Et alors il n'y a pas que des startups, il y a aussi des grandes entreprises, il y a aussi des gens qui investissent dans les startups et c'est pour ça qu'on a demandé à Bertrand Blampin, merci beaucoup Bertrand Blampin, vous êtes le président du directoire d'Arkeo, banque, entreprise et institutions, merci, qui évidemment appartient à l'entreprise Crédit Mutuel Arkea, entreprise basée en Bretagne, et vous êtes connu dans l'écosystème des startups pour avoir investi depuis longtemps dans les startups, investi à la fois, et puis devenir aussi propriétaire de certains nombres d'entre eux. Vous jouez un rôle très actif. Pourquoi c'est important pour une banque comme Arkea, et puis pour vous personnellement, d'être ici au CES finalement ? Alors c'est important sur trois plans. Le premier, pour découvrir les innovations qui vont pour certaines transformer notre vie, vie en tant que citoyen mais vie en tant qu'entreprise et dans la relation qu'on peut avoir avec nos clients. Deuxième élément aussi, c'est parce que nous avons beaucoup de clients qui sont sur le Consumer Electronics Show et donc il nous paraît important d'accompagner nos clients. Vous le savez, nous avons une relation de proximité affective avec nos clients très forte. Et donc c'est un élément. Et d'ailleurs, cette relation de proximité fait que parfois, on a réussi au sein du CES à rentrer en relation avec des fournisseurs de nos clients. Et donc, il y a aussi un intérêt commercial. Et puis, bien évidemment, vous l'avez dit, nous sommes investisseurs. Et c'est toujours intéressant de voir et d'avoir des contacts avec des startups, mais pas que, avec lesquels peut-être nous allons créer une histoire commune. Alors vous êtes très présent évidemment dans la FinTech, notamment. Vous avez pris des participations, voire de contrôler certaines anciennes startups. Maintenant, c'est un écosystème qui est extrêmement vaste. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus en tant qu'Arkea, en tant que banque, en tant que banquier vous-même, dans ce qui se passe en ce moment dans la FinTech finalement ? Alors oui, je pense qu'il y a plusieurs éléments. Je pense que déjà c'est lié à la culture d'Arkea. Arkea est un groupe très ouvert et donc on a depuis longtemps, et grâce à Jean-Pierre Denis, Ronan Lemoyle, les dirigeants du groupe, été plutôt à l'écoute de ce qu'on appelait les barbares et regarder ce qu'on peut apprendre de ces entreprises qui nous bouleversent, qui ont une approche différente de la relation client. Et donc ce souci d'ouverture fait qu'on est ouvert à ce qui se passe dans l'écosystème, on va dire de la finance en général. Et donc ce qui nous intéresse, c'est de construire une aventure commune, soit par une petite prise de participation, soit par le fait de racheter complètement une entreprise, ou simplement en ayant des relations industrielles avec ce partenaire. Donc voilà, donc on est ouvert, on cherche à apprendre, on cherche à avoir des bouts de chemin ensemble. Et donc c'est ce qui intéresse Arkea dans ce monde de la FinTech.
Alors évidemment, beaucoup de startups qui sont ici sont aussi intéressées par les banques. Vous accompagnez des startups en tant que banquier finalement. En France, c'est une problématique. On en parlait récemment dans une émission avec un fondateur de startup française basé à New York, mais qui a des activités en France et qui disait que finalement, un peu le dernier obstacle aujourd'hui en France, les choses se sont beaucoup améliorées d'un point de vue administratif, l'accompagnement, le crédit impôt recherche, enfin tout ce qu'on connaît qui participe du boom des startups françaises, mais il me disait les banques ne sont pas forcément au niveau dans le suivi des startups. Est-ce que c'est votre expérience et puis qu'est-ce que vous faites finalement pour améliorer les choses? Alors effectivement, malheureusement, c'est une expérience, c'est-à-dire que les banques font énormément pour les startups. Beaucoup de confrères investissent au premier tour pour la création et les premiers développements de la start-up. Ils mettent en face des startups des moyens dédiés pour les opérations, on va dire, courantes de la start-up. Et puis à un moment donné, quand les entreprises se sont finalement suffisamment développées, on remet ces startups dans le système bancaire classique. Et là, il y a un grand moment de solitude pour les dirigeants des entreprises qui ne retrouvent plus leur contact, la façon de fonctionner qu'ils avaient avec leur banque d'origine. Et donc, bien souvent, elles se tournent vers Arkéa, puisque nous continuons d'accompagner de façon différenciée les startups. Et lorsqu'elles deviennent de plus en plus importantes, on ne change pas la façon de les gérer, de les approcher. Et donc, je pense que beaucoup de banques devraient suivre peut-être l'exemple d'Arkéa, c'est-à-dire qu'il faut s'adapter aux besoins du client et non pas faire en sorte que le client s'adapte à l'organisation de la banque. Très bien, merci beaucoup Bertrand Blancpain d'être venu nous voir. Profitez bien du CES, à très bientôt. À bientôt, merci. On reste ensemble et on continue avec une autre démo qui va nous emmener du côté d'Urgo, parler de sommeil. Alors Urgo, vous savez, c'est une entreprise qu'on connaît très bien en France, puisqu'elle vend des pansements. Et puis ici, elle est aussi en train de présenter une start-up pour parler de sommeil de qualité. C'est un des sujets les plus importants en health tech, dans le pavillon pas loin d'ici. Donc on rejoint le patron de cette start-up d'Urgo. Dites-nous finalement pourquoi Urgo se lance dans la tech comme ça. Alors bonjour, bienvenue sur le stand Urgonite. Donc effectivement Urgo on connaît depuis très longtemps et chez Urgo on a cet ADN très fort d'innovation en permanence, aller chercher les derniers produits, les dernières innovations, et on a créé au sein d'Urgo une start-up qui s'appelle Urgotech et dont on présente ici au CES le dernier produit Urgonite. Et Guirec, c'est quoi alors Urgonite ? Donc Urgonite, c'est un bandeau qui va vous permettre d'apprendre à votre cerveau à réapprendre à bien dormir. Donc si jamais vous avez du mal à dormir, il se peut que vous alliez voir un docteur qui va faire un diagnostic et en fonction, ce docteur va éventuellement vous envoyer vers un centre de neurofeedback. Le neurofeedback, ça existe depuis très longtemps, depuis une vingtaine d'années, et ça a fait sa démonstration dans l'efficacité pour vous permettre de vous endormir plus rapidement ou pour rester endormi pendant la nuit. Le seul souci, c'est que des centres de neurofeedback, il y en a très peu en France. Il faut avoir la chance d'habiter à côté d'un centre, d'être pris. Et ensuite, il faut y aller 3 fois par semaine, ce qui est assez peu pratique. Donc ce qu'on a fait avec Urgonite, c'est qu'on a pris cette technologie qui était efficace et scientifiquement prouvée, et on en a fait un outil du quotidien très simple à utiliser, très pratique, que vous pouvez avoir chez vous et utiliser quand vous avez un moment. Guy, je crois que vous nous avez préparé une petite démonstration. On va vous suivre pour essayer de comprendre comment ça marche. Avec plaisir, donc si vous voulez, vous pouvez nous suivre pour la démonstration d'Urgonite pour voir comment est-ce qu'on peut réapprendre à bien dormir. Donc on entre à l'intérieur du stand où nous avons cet espace de démonstration et nous avons ici Robin qui est en train de s'entraîner avec le casque Urgonite à bien dormir. Comment ça fonctionne ? Votre cerveau en permanence émet des ondes et certaines de ces ondes sont liées à la protection du sommeil. C'est ce qui fait que la nuit, vous n'allez pas vous réveiller si jamais il y a un peu de son, un peu de lumière et ce sont ces ondes-là qui vous permettent de protéger votre sommeil. Et donc c'est pour ça qu'on veut entraîner son cerveau à fabriquer plus de ces ondes de la protection du sommeil. Donc le bandeau que porte Robin sur la tête est muni d'électrodes qui va capter le moment où Robin réussit à fabriquer les ondes du sommeil qu'il veut entraîner. Et l'application mobile, sous la forme d'un petit jeu, va donner un feedback. Lorsque Robin y arrive, il va réussir, dans le cas du jeu auquel il est en train de jouer, à tuer une petite méduse et il va gagner des points. C'est ce qui va lui permettre de savoir qu'il est en train de faire la bonne chose pour fabriquer ses ondes. Et c'est ce renforcement positif qui lui permet d'apprendre et de s'améliorer. Et dernière question très rapide, ça arrive quand sur le marché ? Alors Urgonite sera disponible aux États-Unis à partir de juin et en France à partir de septembre au tarif donc de 500 €.
Alors ici, sur cet immense pavillon français de Reka Park, on parle évidemment beaucoup de santé, avec beaucoup de gadgets, d'inventions qui veulent changer notre santé dans les prochaines années. Alors évidemment, il y a ici par exemple Y-Brush qui promet de vous laver les dents en 6 secondes, 8 secondes, très rapidement. On en reparlera un peu plus tard dans la semaine. Mais ce qu'on va aller voir ici aujourd'hui, c'est nos amis de Chronolife. Avec Laurent Van den Broek. Merci beaucoup de nous accueillir. Donc vous faites un t-shirt, et c'est pas vraiment un t-shirt. Racontez-nous exactement ce qu'il fait. C'est plus qu'un t-shirt, c'est en effet un t-shirt connecté, lavable en machine, sans devoir retirer l'électronique, qui intègre 10 capteurs, et ces 10 capteurs, ils génèrent 6 mesures physiologiques et médicales en continu. Un électrocardiogramme, la respiration thoracique, la respiration abdominale, l'impédance pulmonaire, l'activité et la température du corps. Donc serious stuff, comme on dit ici, des choses vraiment sérieuses qu'on fait normalement chez un médecin. Maintenant, la technologie est arrivée à un point où on peut le faire en continu en portant simplement un vêtement. C'est l'objectif en fait, avec l'accroissement du nombre de patients atteints de maladies chroniques et avec la baisse du nombre de lits disponibles dans les hôpitaux, on est obligé maintenant de suivre les patients à domicile pour éviter des retours réguliers et intempestifs à l'hôpital, pour que le médecin puisse se concentrer vraiment sur les patients qui ont besoin de support, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de changement de traitement. Et c'est tout à fait l'objectif de ce genre d'outils qui génère de la donnée en continu, mais qui en même temps est confortable, agréable à porter pour s'assurer de l'observance du patient. Ouais, c'est ça. Vous, votre plus-value, votre technologie, c'est pas la mode. Alors, il est très joli, certes, mais enfin, c'est pas le design, c'est vraiment l'algorithme derrière qui fait tourner ces datas et qui exploite ces datas. Oui, absolument. C'est un équipement médical. Hein. On est certifié santé, donc c'est un équipement médical avant tout, mais c'est aussi un service. Hein. Et le service qu'on assure, c'est par la fusion de ces données, pouvoir générer des événements cliniques, et ces événements cliniques visent à prédire des événements graves dans le domaine dans l'évolution de la santé d'un patient pour pouvoir réagir en temps et en heure avant qu'une crise majeure ne survienne. Alors, votre cible, dans un premier temps, ça va être plutôt des gens qui sont déjà malades. C'est pas pour les bien portants, ça. Alors si le premier service qu'on lance, certifié santé, ce premier trimestre, vise en fait le maintien à domicile, donc les personnes âgées qui ne sont pas nécessairement des patients atteints de maladies chroniques, mais pour lesquels on veut gérer, réduire le risque qu'elles deviennent des patients atteints de maladies chroniques. Donc ça, c'est le premier marché qu'on vise. Et le deuxième marché, ce sera en effet le marché des patients, cette fois-ci atteints de pathologies chroniques ou multichroniques assez graves, qui quittent l'hôpital après, par exemple, une décompensation cardiaque, et pour lequel ils vont porter le t-shirt 24/24, 7 jours sur 7, pour qu'on puisse prédire une détérioration et une possible nouvelle décompensation. Alors, in fine, vous voulez vendre aux patients, vous voulez vendre aux hôpitaux, vous voulez vendre aux assurances, qui ? Alors nous, on est en modèle totalement B2B, on n'est pas structuré pour vendre aux patients et avoir une relation directe avec le patient. Donc on passe par des distributeurs ou des prestataires de services qui travaillent pour le monde hospitalier, pour les médecins, et qui gèrent la relation avec le patient pour collecter ces données, recevoir les alertes, valider les alertes et dire au médecin, ce patient, il faut soit le faire revenir chez le médecin, soit lui changer son traitement. Formidable. Merci beaucoup Laurent de nous avoir accueillis. Bon courage pour ce CES. On va continuer à parler de santé pour notre prochaine rubrique qui est une démo. Et on va terminer notre balade dans l'Eureka Park aujourd'hui avec un dernier gadget, mais qui est un outil qui peut sans doute changer la vie de bien des gens. C'est en tout cas ce qu'on espère ici. Ici, c'est LexiLive, une entreprise, une start-up bretonne. Et je suis avec Jean-Baptiste Fontes, qui est le fondateur de cette start-up. Merci beaucoup de nous accueillir. Alors, racontez-nous un peu, LexiLive, c'est quoi exactement ? Alors, LexiLive, c'est la première lampe d'aide à la lecture pour les personnes dyslexiques. C'est basé en fait d'une découverte que 2 chercheurs français ont fait il y a 2 ans, et ils ont prouvé que les dyslexiques avaient en fait 2 yeux dominants pour le cerveau, et ça veut dire que le cerveau va recevoir 2 images en même temps et va pas savoir trancher entre l'une image et l'image miroir qui arrive en même temps. Et ça, c'est ça qui va créer le trouble, et il se trouve qu'en modulant et en pulsant l'onde lumineuse d'une certaine façon, on peut faire disparaître l'image miroir et retrouver de la netteté à la lecture pour quelqu'un qui est dyslexique. Alors c'est tout simple, hein, c'est une lampe, ça a l'air tout simple. Racontez-nous un peu, on va essayer de voir. Alors à l'œil nu, évidemment, nous on ne voit pas grand-chose, mais à la vidéo ça va se voir. Si on peut s'approcher un peu et regarder comment ça fonctionne. Voilà, donc en gros, l'idée est
L'idée est de en fait, tromper le cerveau pour lui faire effacer cette image miroir. Et donc en fait, les réglages sont simples. Il y a deux petits potentiomètres, petits boutons derrière qu'on va tourner. Et comme pour des jumelles, on va devoir trouver une zone de netteté à un moment où en fait, le texte va être clair à nouveau. Et donc pour les personnes qui utilisent, pour les enfants par exemple, on entend souvent les lettres ne dansent plus, je vois les lettres qui se figent, je visualise mieux les espaces. Voilà. Et c'est ça qu'on doit trouver en utilisant la lampe. Alors, c'est évidemment, on est un peu dans le secteur de la e-health, de la smart health, mais évidemment, c'est pas un outil médical, c'est pas un medical device comme on dit ici. Donc, c'est en vente un peu partout. Alors ça va être un medical device, on fait justement tous les tests et les essais cliniques sur 2020. Notre vrai challenge, ça va être de justement prouver qu'il y a un bénéfice pour les personnes dyslexiques. On parle de 8 à 10% de la population mondiale et on parle d'une lampe qui a un vrai impact pour l'éducation. Et donc notre vrai challenge, ça va être justement d'être un medical device et c'est ce qu'on va faire pour 2020. Alors c'est sur le marché déjà ? Oui. Et ça coûte combien ? Alors la lampe est disponible à partir d'aujourd'hui. On annonce aujourd'hui le changement et le lancement. Et la lampe coûte 549 €. Donc c'est un prix qui peut paraître élevé, mais c'est en fait, elle est 100% assemblée et fabriquée en France. Et en plus de ça, dans une usine de travail adaptée, donc 98% du personnel est en situation de handicap. Et elle est garantie 10 ans. Donc on a voulu faire pour qu'on puisse conserver la lampe pendant toute la période sur laquelle on va travailler, donc de 8 ans à 18 ans en gros, pour pouvoir garder la lampe chez soi et que ça soit un outil d'aide pour toute la journée. Voilà. Formidable, merci beaucoup Jean-Baptiste, merci à tous d'avoir suivi cette première émission du French Morning Live ici en direct du CES 2020. Vous voyez, c'est avec des petites inventions entre guillemets comme ça qu'on peut aussi changer considérablement la vie. Le CES, c'est tout ça, c'est la science-fiction qui rencontre la consommation. C'est aussi pour ça qu'il y a tellement de monde ici et c'est aussi pour ça qu'on vous retrouvera demain pour ce deuxième épisode du CES 2020, de French Morning Live CES 2020. Merci.